deuxième exemple, qui est encore plus grave parce que lui a débouché sur un génocide, l'exemple du Rwanda. L'exemple du Rwanda est archétypique des dégâts irréversibles provoqués par la démocratie, et j'allais dire également par les missionnaires. Alors, je vais m'expliquer. Le Rwanda est un pays tout à fait étonnant. Plusieurs pays, comme le Rwanda, le Burundi, en ensemble, qui se retrouvent sur les hautes terres de l'Afrique centre-équatoriale. Pays béni des dieux, 3 récoltes par an, une terre d'une fertilité. Quand je partais, je restais 11 ans au Rwanda, quand je partais en vacances, je faisais mettre des piquets en bois autour de mes plantations. Quand je revenais, chaque piquet avait germé, c'était un arbre. Vous plantez quasiment une chaise dans le sol, ça va vous donner tout pousse, tout pousse. Tout pousse. Terre de décomposition de lave, une chaleur tempérée par l'altitude, il pleut quasiment 9 mois par an, il n'y a pas de mouches tsetse, sauf dans les zones basses, donc un pays béni des dieux. De tout temps, les hommes s'y sont concentrés. J'ai fait pas mal de prospection archéologique, j'avais créé la mission archéologique française au Rwanda, les traces de l'humanité remontent à des centaines de milliers d'années, car de tout temps, les hommes vont venir dans les lieux favorables. L'homme ne va pas aller vivre dans le désert par goût. Le pygmée ne va pas aller vivre dans la forêt vierge par goût. S'il va vivre dans la forêt vierge, c'est qu'il a été repoussé. Autrement, l'homme va vivre dans les zones qui sont favorables. Ce qui fait que tous ces pays comme le Rwanda, le Burundi, le Bouganda et autres sont des pays qui vont attirer beaucoup de monde. Et dans ces pays qui vont attirer beaucoup de monde, nous allons voir apparaître des définitions d'État, chose qui est assez rare en Afrique, mais dans une originalité tout à fait intéressante dans le cas du Rwanda, parce que 2 populations vont se trouver en contact. Pasteurs, agriculteurs. Agriculteurs, ceux qu'on appelle les Hutus, et les pasteurs, ceux qui sont les Tutsis. Alors très différents, 2 populations d'origine différentes, racialement totalement différentes. Les Tutsis sont originaires de Somalie, Érythrée, sud de l'Éthiopie. Ce sont généralement des gens grands, minces, qui n'ont pas de traits négroïdes. Et les Hutus, qui sont les agriculteurs africains noirs traditionnels que nous connaissons quasiment dans toute l'Afrique. Et peut-être pendant 1000 ans, pendant 1500 ans, la cohabitation va probablement se passer d'une manière normale, on n'en sait rien, mais probablement. Et nous voyons apparaître vers le XIIe, XIIIe siècle, ça c'est le sujet de ma thèse, vous voyez, donc, nous voyons apparaître vers le XIIe, XIIIe siècle une réalité qui est totalement différente dans la région, qui est le début de la création d'un État. Et nous voyons une originalité qui est que les États qui vont se créer dans la zone vont toujours être créés par des pasteurs. Alors que jamais les pasteurs ne créent d'État. Les Maasai ne créent pas d'État. Les Peuls ne créent pas d'État. Qui crée des États en Afrique? Ce sont les sédentaires. Or là, dans cette zone, nous allons voir les pasteurs qui vont créer des États. Pourquoi? Parce que ces pasteurs Tutsis, qui sont minoritaires, se rendent compte, vers le XIIe, XIIIe siècle, que les agriculteurs Hutus deviennent de plus en plus nombreux. Et devenant de plus en plus nombreux, ils mitent l'espace. Et va apparaître dans la civilisation rwandaise l'idée de sauvegarder les biens de la vache, donc le monde pastoral, contre la rapacité de la houe, le défrichage des agriculteurs. Et les pasteurs vont mettre en sujétion les agriculteurs, qui vont être intellectuellement totalement dominés par les pasteurs, qui vont réussir à persuader les agriculteurs qu'ils sont inférieurs à eux. Les pasteurs sont tombés du ciel, et les agriculteurs ont été trouvés sur place quand les pasteurs, créatures divines, sont arrivés sur le sol. Ce qui fait que l'agriculteur doit servir pour l'éternité le pasteur. Et va se créer une société racialo-féodale. C'est-à-dire que la sélection raciale des Tutsis va se faire de plus en plus forte. Les filles Tutsis qui ont le morphotype le plus nilotique vont être épousées par la société la plus élevée, ce qui fait que va se retrouver à la tête de l'État rwandais une toute petite minorité Tutsi qui
a un morphotype tout à fait particulier, 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 15. Si vous voyez le vieux film Les mines du roi Salomon, tourné dans les années 1955, vous avez encore cette société avant qu'elle ait été massacrée. Donc, tout ceci pour vous dire que nous sommes dans un monde profondément antidémocratique, au sens démocratie individuelle, au sens droit de l'homme, etc. 1899 arrivent les premiers Allemands, car le Rwanda et le Burundi vont être des protectorats allemands jusqu'en 1915-1916, et les Allemands sont très peu nombreux, ils ne font quasiment rien, et ils vont déléguer l'organisation du territoire aux missionnaires catholiques. Alors, qui sont ces missionnaires catholiques? Ce sont les Pères Blancs, le missionnaire d'Afrique, le cardinal Lavigerie, et ces missionnaires qui arrivent au Rwanda sont des gens assez intéressants, alors que nous sommes dans un territoire allemand, ce sont pour leur majorité des missionnaires français. Et le plus souvent des missionnaires alsaciens. Donc vous voyez, l'Alsace, à ce moment-là, est occupée par l'Allemagne, mais ces missionnaires, qui sont des missionnaires alsaciens, vont être totalement acceptés par les Allemands. C'est assez étonnant. Et, autre caractéristique, ces missionnaires sont quasiment tous d'AF. Ils reçoivent l'action française, ce qui fait que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, l'ordre naturel est là, la monarchie structurée, donc ces missionnaires vont tout à fait commencer l'évangélisation, comme disait, commencer par la tête et toute la pyramide féodale suivra. Donc ils organisent ce système. Au lendemain du premier conflit mondial, les Allemands ont été battus, ce sont les Belges qui héritent du Rwanda et du Burundi. Les Belges ne vont rien faire de plus, parce que les Belges ont l'immense Congo belge, la petite Belgique est dépassée déjà par la mise en valeur du Congo, qu'elle va faire très bien d'ailleurs, et les véritables colonisateurs du Rwanda vont être les missionnaires. Quasiment militairement, parce que les Pères Blancs fonctionnent quasiment comme l'armée. Et les missionnaires vont partir de l'idée suivante: il est inutile d'aller convertir, perdre notre temps à faire de l'action capillaire, convertir la masse des Hutus, il suffit véritablement d'obtenir la conversion du roi et tout va suivre. Principe Clovis, on connaît bien le système. Et ils vont réussir, en 1925-1930, à convertir le roi. Mais le roi passe un pacte avec la mission catholique. Les missions catholiques. Quand je dis la mission catholique, c'est les missionnaires au sens large. Ils passent un pacte. Et voilà. Nous nous convertissons, donc tout le pays va se convertir. Ben, aujourd'hui, le Rwanda est chrétien à 98%. Nous allons nous convertir, mais nous voulons garder le pouvoir. Donc, l'Église catholique va consacrer notre royaume au Christ roi. Et deuxièmement, nous voulons que tous les prêtres africains qui vont être ordonnés soient des Tutsis, car nous voulons garder la tête de l'Église. Ce qui fait que les missionnaires, pas de problème, aucun problème, excellent, conversion, boum boum. Alors, les braves missionnaires écrivent « L'Esprit Saint souffle en tornade sur le Rwanda ». L'Esprit Saint, tu parles, et un calcul politique qui a été fait par les élites Tutsis qui se sont dit « L'Église catholique est beaucoup trop forte, on ne peut pas aller contre elle et contre la Belgique, donc, puisque l'on ne peut pas lutter contre le mouvement, prenons la tête du mouvement ». Tout va pour le mieux jusqu'en 1947-48. Les Tutsis n'ont jamais été aussi puissants qu'à l'époque coloniale, parce que, en plus d'avoir le pouvoir politique, ils sont protégés par la Belgique, et ils sont en plus complètement mis en avant par l'Église catholique. Les premiers évêques noirs sont des Tutsis, le premier archevêque noir est un Tutsi, etc. Tout va pour le mieux jusqu'au moment où arrive la démocratie chrétienne. Donc, on retombe toujours sur la démocratie. Alors, les vieux missionnaires maurassiens, qui étaient arrivés en 1900-1905, en 1940, commencent à prendre de la bouteille, ça fait 40 ans de plus, et ils commencent à être remplacés de plus en plus par une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, se dit, mais enfin, c'est épouvantable, ce que nous avons fait. Où est le message chrétien là-dedans? Nous confortons un pouvoir racial, minoritaire, inégalitaire et féodal qui exploite une masse, mais c'est totalement immoral, il faut changer tout cela. Et le nouvel évêque
Alors, le dernier évêque, j'allais dire traditionnel, Monseigneur Hirt, alsacien aussi, vieil ami de Maurras, les correspondances de Monseigneur Hirt et de Charles Maurras, etc., disparaît et est nommé un évêque suisse, Monseigneur Pérodin. Et Monseigneur Pérodin, qui s'inscrit déjà dans la pré-tradition qui va sortir de Vatican, Monseigneur Pérodin va entreprendre de remettre un ordre moral et chrétien dans ce qu'il considère comme étant une exploitation humaine soutenue par l'Église catholique. Et Monseigneur Pérodin envoie une lettre au roi, au Moimi, en disant « Terminé, maintenant le pacte que l'Église a passé avec vous est terminé, et maintenant il faut la démocratie. » Le Moimi dit à Monseigneur Pérodin « Monseigneur, enfin, bon, c'est amusant, vous dites, venons-en au fait, la démocratie, ça veut dire que tout le monde va voter? Oui. Donc vous voulez notre mort? On est mort. Nous sommes 15%, les Hutus sont 85%. Ah oui, mais c'est la démocratie. Mais c'est pas possible. Si, si. À ce moment-là, nous sommes en pleine guerre froide. Et au moment de la guerre froide, on ne se pose pas beaucoup de questions. Il y a ceux qui sont pour le bloc de l'Est et ceux qui sont contre le bloc de l'Est. Et les apparentements font qu'il y a bloc contre bloc. Et les missionnaires qui poussent à la démocratie au Rwanda poussent tellement à la démocratie qu'ils sont en train d'organiser la révolution. Parce que la révolution rwandaise de novembre 1954 a été organisée à la mission catholique de Cap-Gaï, la principale mission rwandaise. Donc, les Tutsis se disent, comment allons-nous faire pour survivre? On ne peut pas combattre la Belgique parce qu'il y a les paracommandos belges. On ne peut pas combattre l'Église catholique parce qu'elle est trop puissante. La seule solution, c'est de nous tourner vers l'ONU. Parce que le Rwanda n'est pas une colonie belge. Le Rwanda est un mandat que l'ONU a confié à la Belgique. Et tous les ans, les autorités belges font un rapport à l'ONU devant la commission de décolonisation. Donc les Tutsis disent, comme les pays pro-soviétiques sont majoritaires à l'ONU, pro-soviétiques et non alignés, nous allons nous tourner vers l'ONU, et l'ONU va voter le retrait du mandat. Ce qui fait que les Belges vont être obligés de partir, et les élections, c'est nous qui allons les organiser. On va bien se débrouiller pour les organiser comme il faut les organiser. À ce moment-là, Monseigneur Pérodin se rend compte qu'il va y avoir un gros problème. Il réussit à persuader les autorités belges qu'il faut organiser une sorte de coup de force, et ce coup de force est organisé dans les églises catholiques, et est organisée la révolution Hutu, qui est organisée vraiment dans les paroisses catholiques. Pas toutes, parce qu'il y a des vieux missionnaires qui vont participer à cela. Ce qui fait que Toussaint 54, on voit arriver cette révolution Hutu, 59, pardon, 54, je parle d'Algérie, on voit arriver cette révolution Hutu. Que font les Tutsis? Eh bien, ils vont réagir militairement. Et les missionnaires vont dire, ce sont des communistes, regardez, qui les soutient? Ce sont des communistes. Alors, automatiquement, les Occidentaux disent, il faut absolument lutter contre ces Tutsis, parce que si jamais ils prennent le pouvoir, ça va être un porte-avions russe, communiste, au centre de l'Afrique. Donc nous voyons ces féodaux qui sont monarchistes être traités de communistes par les progressistes chrétiens qui se servent de cet argument pour renverser le pouvoir traditionnel au Rwanda. Les Tutsis essayent de réagir, battent les tambours de guerre, et l'on voit une scène assez étonnante, notamment les Pygmées, qui étaient les alliés traditionnels des Tutsis, qui étaient les égorgeurs, les hommes des basses œuvres, qui sortent de la forêt, tout nus et emplumés, et qui sont lâchés sur les missions catholiques. Vous voyez, les Tutsis sont antichrétiens. Ils attaquent les missions catholiques. Oui, ils attaquent les missions catholiques, qui sont les points de foyer de subversion du pouvoir royal Tutsi. Finalement, l'armée belge intervient, les Tutsis sont battus, émigration, ils fichent le camp à l'étranger, les Hutus sont au pouvoir. Et les Hutus, qui eux sont des élèves de la mission, vont maintenir l'alliance avec l'Église catholique, au contraire, et le Rwanda va continuer à être un État catholique. Il était catholique Hutu, il était catholique Tutsi, il devient catholique Hutu. Et tout va être étouffé dans une ouate
confortable jusque au mois de septembre 1990. Au mois de septembre 1990, que se passe-t-il? Eh bien, les émigrés Tutsis, qui étaient à l'étranger, ont refait leur force, enfin leurs fils, ont attaqué le Rwanda, et finalement, de fil en aiguille, ont repris le pouvoir en 1994 avec un génocide. Donc on en revient à la situation précoloniale, mais entre-temps, il y a eu un génocide, il y a eu la déstabilisation de toute l'Afrique centrale, etc. Voilà le résultat de la démocratie, one man, one vote, qui est appliqué à la